Hello and welcome to another episode on Paving the Way podcast. I'm Seth Amoa, aka SA. I'm here with Kenny Jean-Louis, aka KJL, and today we're here with one of the pioneers of Quebec basketball that helped pave a lot of way for a lot of athletes to go on and do some amazing things. We'll get right into it. Mr. Igor Regema, thank you for being here. Welcome, thank you guys for having me on the show. Merci d'avoir accepté l'invitation directement. On pensait qu'à Pave the Way directement ton nom en pop-up. Je t'envoie un message directement, t'as accepté. Donc, merci. Il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre de ces interviews-là. Donc, la première question qu'on pose à tout le monde, c'est quand la passion pour le basket a commencé? When's the passion for basketball started for you? Moi, ça a commencé jeune. Je suis arrivé du Congo, j'avais 10 ans. Le sport là-bas, c'était le soccer. So, en arrivant au Canada, il fallait trouver une manière de m'adapter puis de trouver quelque chose qui allait faire en sorte que je pouvais connecter avec les gens. So I remember one summer, je pense que j'étais en 6e année, going to Sec 1, et j'ai entendu dire qu'il y avait une bonne équipe de basket à l'école où est-ce que j'allais. So I just started practicing basketball, and I guess à partir de là, ça a juste été, it's like a love story with the game. And I remember it was kind of tough because my dad wanted me to be a soccer player. Yeah. And the funny thing about it is my first game he came and then watched the game, and just to let me know he wasn't improving my decision, asked me at the end of the game for which team I was playing. and I think I kind of used that pour me motiver, puis par la suite pour me dire qu'à la fin de la journée, c'était la première fois que je me disais, you know what, in life, tu vas faire des choix, prendre des décisions, c'est pas tout le monde qui va aimer, mais une fois que tu es convaincu par rapport à ce que tu veux faire, you just got to work and just basically make it happen so that later on, people are going to be happy and then just approve la décision que tu as fait. Okay. That's facts. Yeah, so did you ever, like, I know you played basketball, but did you ever, you kind of right now regret that maybe you didn't play soccer or another sport, or, like you said your dad wants you to play soccer, right? So is there something in you that says, oh, maybe you should have played soccer when you were younger? Because since that's the big time sport back in your home country. Yeah. No, I think at first the reason why I was kind of, thinking about it is just because my younger brother Loic was playing soccer, and then he got all the love from my dad because I didn't want to watch a soccer game. So I think it kind of got me thinking, but I was like, you know what? Let me just stick to basketball. And then my younger brothers decided to follow my footsteps, decided to play. So I guess that kind of, just comforted me about the decision that I made about, just playing basketball. And the thing is, I was kind of fortunate because in 2007, I got invited to play for the national team of my country, Rwanda, because I'm Afro-Andes and Congolese. So when I got invited, my dad was in Rwanda, and then that's when I say that, a lot of time people, when you stick to what you want to do, can you guys hear me? Yeah. Yeah, when you stick to what you do, I think later on things pan out to kind of prove that whatever you wanted to do was the right thing. So my dad was there, and he was the happiest, person alive, to see me playing for the national team and just repping the country. And I think that kind of helped me, just see that the decision that I made was the right one in terms of, playing basketball. Okay. Avant qu'on commence à parler de ta carrière en tant que coach, ça, les personnes doivent savoir que tu étais un bon joueur de basket, tu jouais. Puis, est-ce que tu peux parler un peu de ta carrière comme high school, cégep, un peu universitaire avant qu'on commence à parler coaching? Ouais, dans le fond, moi, j'ai quand même été le produit de la fédération. J'ai fait tous les niveaux en commençant de Benjamin, puis AA Bantam. Après ça, I was recruited to go on a sport-études à Nicolas Gatineau. J'ai joué cadet 3A, played juvenile AAA. Fait que j'ai fait tout le cursus élite au secondaire. Par la suite, j'ai été recruté pour aller, j'avais 3 choix de cégep. Momo was my first choice. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le CPEC. Wow. So, I remember wanted to go to Momo parce qu'il y avait Étienne Labrec et Jeff Beaulieu qui étaient des bons joueurs de basket de ma génération qui devaient aller prep au State. And they finally decided to stay home. So, ça a changé beaucoup mes plans. Puis là, le coach m'a dit, tu sais, if you come, you're not going to have that much, playing time. So, à toi de décider.
et j'ai finalement décidé d'aller jouer à Champlain-Lennoxville. Ma carrière collégiale a quand même été particulière. So, la première année à Lennoxville, mon coach a pris sa retraite, so ils ont décidé de fermer le programme. Donc, mon assistant a pris le programme à Sherbrooke. J'ai transféré à Sherbrooke pour le suivre. Sherbrooke a fermé le programme. Et puis, j'ai décidé de finir ma carrière à Édouard-Montpetit. Donc, c'est ça. Fait que je pense que je suis un des seuls joueurs qui a fait 3 programmes collégiales en 3 ans puis qui était capable de jouer chaque année. Et puis, après ça, j'ai été recruté pour jouer pour l'UQAM avec Olga Kak. Je pense que c'est une des personnes qui m'a vraiment inspiré en termes de beaucoup de choses que je fais ou que j'ai fait dans ma carrière de coach. Fait que c'était ça. Et puis, comme je l'ai expliqué tantôt, j'ai eu l'opportunité aussi, à ma 2e année universitaire, d'aller jouer pour l'équipe nationale de mon pays. Et puis, c'est après ça que je suis vraiment tombé en amour avec le coaching là, en 2007. Et c'est là qu'il y a eu le début avec Okapi, QC, and the rest, on va en parler. Fait que c'est un peu comme ça que ma carrière sportive s'est passée. I want to know, because you said you played three different schools in 3 years. Any parts of that did you think of quitting? Because a lot of players would have just gave up probably after their second time and been like, you know what, this is too much, jumping from team to team, and things just keep happening. How did you keep your head straight on and still kept going? I had a goal, to be honest. The thing is, I had my first season at Lennoxville, I played with a pretty good guy named Kingsley Constant. He went on to play for Pepperdine. And he helped me a lot understanding what it took to actually, trying to get to play at the NCAA level. So it kind of opened up my eyes to whatever you needed to do. So, he got me to the weight room, helped me to learn how to put extra time on my game. So I kind of was just motivated. And then when the program shut down and my assistant coach went to Sherbrooke, so he kind of told me, you know what, you're going to be the lead. It's going to be your team, so you're going to have a chance to get all the shots up. So I kind of had a good season. Like, the team wasn't good, but like personally, I was doing me. And then I thought I was kind of getting closer. So I always saw basketball, it's a sports game, mais qui est camouflé dans un sport individuel. So the better the people, the better the team. So je me disais toujours, si je me développe comme joueur, je vais aider mon équipe. So my goal was to actually play Division I. So, and I was kind of get ready for that. That's the reason I wasn't thinking about quitting. I think that the toughest time came when I got in my 3rd year and I felt I wasn't going to be able to play NCAA basketball because I guess I didn't have all the tools. And that's where, you have your dream, you've been working for it, and then you kind of see that it's not going to happen. So what's the fallback plan? Playing CIS sports wasn't really what I wanted to do, but I'm like, you know what? This is probably going to be the best venue now. So my 3rd year was the toughest one because, like I said, I just had to realize that, I had to come to the conclusion that CIS was going to be, the best stage for me to be able to continue playing basketball. And did you thought of playing pro after UQAM, or how your years in UQAM was? And UQAM was tough because Olga she was something. She actually she tested me to the point where I wonder if I really liked the game in terms of playing. She got me to really understand the game. So to me, playing for the national team, the good thing is because when I went there, we had, we played against, the national team from Senegal. We played against Nigeria. So I had the chance to play against Michael Oluokandi, was the first #1 draft pick by the Clippers, play against Sayar Sene, Udoka. So I actually played against NBA guys. So my goal was to see how good these guys were. And then when I kind of saw that, to me, it's like, you know what? You saw it, tu t'es rapproché de ça, tu as touché à ça, been on the floor with those guys. Maintenant, je pense que c'est le temps de passer à autre chose. So that's all that kind of helped me make a closure into my basketball career. Puis je pense que tout s'est fait de manière organique pour justement m'aider à mettre un terme à ma carrière de joueur. Et c'est quand la première fois que tu as pensé à coacher, OK, tu veux coacher, est-ce que c'était avec Olga, quand tu as appris les trucs de Olga, ou c'était même avant, ou c'est quand le thought of coaching came to your mind? C'était avant, comme j'ai ma 3e année à Édouard, quand je commençais un peu à clock out par rapport au basket et le fait que j'allais pas réaliser mon objectif, Yannick Mercier m'avait demandé
de coacher les Tornades. So, il gave me a bantam team et le but pour moi, I kind of use that pour continuer à nourrir ma passion pour le basket, mais je prenais pas ça au sérieux. J'allais, c'est deux fois par semaine, j'étais là pour les jeunes, mais j'avais pas vraiment développé le love pour le coaching. Et je pense que c'est pendant l'année, plus que ça a avancé, là, je commençais à apprécier. So, j'ai commencé ma première année à l'UQAM. It was tough, but I was still coaching the Tornade. Et puis, ça m'a aidé justement à pouvoir continuer à rester proche de la game. So, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. OK. Puis, non, you said you want to say something? Go speak. No. OK. Puis, ton first coaching job was... Est-ce que tu peux dire c'était où? Parce que moi, je me rappelle de Okapi, QC United, mais comme tu as dit, tu as coaché à Rive-Sud avant. Et j'ai été partout, honnêtement. I just wanted to get involved. So, I coach at Syntex. Mon premier coaching job, c'était à Syntex, avec la batch de Hichem Benayad, when we won a provincial championship. Après ça, j'ai été assistant à Edouard, avec Hansik aussi. Mais mon premier head coaching job qu'on m'a donné une équipe, c'était vraiment avec les Tornades. Et puis, ils m'ont fait confiance de faire grossir le programme. Et puis, l'objectif, mon enfant, ce qui s'est passé avec le reste, c'était beaucoup plus par rapport à mon frère Kevin. Kevin jouait avec, je pense, avec toi, Seth, à Yeah. He wasn't getting much burn. So, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir l'aider à s'épanouir. Je le voyais revenir à la maison. Et puis, vous avez une super bonne équipe. Il y avait Kémy, il y avait Kenny. Et je sais quand même, he needs to be able to play. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Et je pense qu'une des plus belles générations que moi j'ai vues, c'est votre batch chez les 92. Et donc, c'est ça. Puis, pendant l'été, vu que que c'était fini, j'ai demandé à Kevin, j'ai dit, hey, parle à quelques de tes amis. On va essayer de faire quelque chose l'été. Et c'est là que, justement, Kevin était ami avec Olivier Paul, avec Jonathan Chibouyi et tous ces gars-là. On a décidé de commencer un petit traveling team qu'on appelle Okapi. Et puis, le reste, un peu, tout le monde le connaît. Comme je disais, c'était une batch spéciale. Donc, ça s'est bien passé. Puis, on s'est dit, pourquoi pas open up et grossir le projet. On a changé le nom à QC United parce qu'Okapi, ça faisait trop africain, ça faisait trop, je trouvais, limité. So, on était que tout le monde se sente concerné par le projet. So, on a donné le nom QC, puis c'est ça. Wow. OK. Yeah. Puis après QC, est-ce que c'est là que tu es allemand? C'est vrai, c'est allemand first. C'est quand allemand? Est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience avec allemand, puis comment ça a commencé? Parce que si je ne me trompe pas, c'était quoi? Est-ce que c'était le first prep school au Québec ou a commencé? Ouais, dans le fond, comment tout ça s'est passé, l'idée de l'académie, etc., c'est que c'était un mélange de QC et Tornade. Je me disais, OK, à QC, on a la chance de travailler avec les meilleurs athlètes de la province for 3 months. But in my head, je me disais, je peux pas dire que c'est moi qui développe ces enfants-là, because they're being coached with the school program for like 9 months. So I've them for 3 months. So je peux pas dire que c'est moi qui les forme. Maybe I give them a different point of view, puis je les donne une autre manière de voir les choses, mais je peux pas prendre le crédit de leur développement. Et les Tornades, c'était le même principe. Je les avais pendant l'année, mais on faisait rien d'été. So j'ai dit, well, if I combine both, so si j'ai un year-round programme avec les meilleurs athlètes de la province, peut-être que là, je suis capable de dire, je peux avoir un vrai input et 2, être capable de pouvoir développer ces jeunes-là au maximum de leur potentiel. Et en même temps, j'entendais beaucoup de gens qui disaient que c'était pas possible de développer des high-level guys au Québec parce que tout le monde, pour to play at the highest level, had to leave et puis aller aux États-Unis. Donc, moi, mon bet, c'était ça. J'avais dit à certaines personnes, je me donne 5 ans et dans 5 ans, on va juste voir combien de joueurs vont sortir de mon projet de l'académie versus le reste de la province. Donc, moi, c'était un peu ça. C'est juste pour, m'assurer que je donnais une structure sur une année complète à des joueurs de talent et puis les aider, les accompagner dans leur développement. Puis 2 aussi, c'est pour montrer qu'on est capable au Québec de pouvoir développer des joueurs de haut niveau. Wow. That's pretty big. To me, it's like, did you not have any, I guess, like you just said, you gave yourself 5 years, but I'm sure within those 5 years, a lot of challenges occurred, right? So those challenges, can you talk about that?
And Le premier, c'est la nouveauté. Le premier, c'est tout changement amène toujours une confrontation, une opposition. But you know, I learned something in life, c'est que si tu n'as pas d'opposition, tu n'avances pas. Et puis, il y avait une analogie qu'on disait toujours, c'est que pour qu'un avion puisse décoller, il doit aller dans le sens contraire du vent. Parce que quand il guette le vent, c'est là qu'il peut prendre son envol. So, je me disais toujours ça, je me disais, plus que les gens vont s'opposer, ça veut dire que tu fais quelque chose, mais il faut quand même que tu sois capable d'avoir des résultats concrets, mais les résultats viennent avec le temps. C'est pour ça que après mes 5 ans, le programme de l'Académie avait envoyé plus de joueurs universitaires que la Ligue collégiale. Donc, pour moi, mon pari était gagné parce que dans mon équipe Gold, mon équipe première, 90% des finissants allaient au prochain niveau, que ce soit JUCO, que ce soit CIS, que ce soit NCAA, tout le monde continuait son cursus. Donc, moi, c'était ça. Je me disais, no, CEGEP cannot be, ça peut pas être la fin de ta carrière. Pour moi, c'est comme si tu n'as pas vraiment de carrière. Si tu as joué universitaire, c'est OK, là, on peut dire que tu as fait quelque chose. Puis aussi, l'objectif, c'est utiliser le basket pour te permettre d'aller au bout de ton cursus académique. Et pour moi, c'était l'université. C'était vraiment ça l'objectif du projet. Non, je me rappelle dans ce temps-là, moi j'étais à Champlain, quand tu as un peu commencé et tout, puis il y avait Nicky, il y avait Chris, il y avait Jay, il y avait d'autres mondes et tout. Puis, je sais pas, tu faisais des matchs contre des cégeps, puis vous étiez en train de battre les gars. Il y a beaucoup de personnes ça qui peut-être qui étaient en train de hate, mais quand tu jouais contre, je vais pas dire des équipes, mais tu gagnais. C'est sûr, tu étais quoi, content ou c'était quoi? Est-ce que tu étais content que ton programme réussit puis tu arrives à battre des équipes collégiales que les coachs, peut-être, ils n'aimaient pas ton move ou c'est comment ton mindset quand peut-être tu allais dans le gym puis tu jouais contre des écoles collégiales? C'était quoi ton mindset ou ton mindset c'était juste against les kids puis qui vont au next level? Yeah, parce que le truc, c'est pour ça, c'est que moi, j'ai jamais été big on winning and losing. Ça n'a jamais été ça vraiment mon focus. Je pense que j'avais amené une solution d'un problème qu'il y avait dans le système. Parce que la plupart des gars qu'on avait, c'était des gars qui ne pouvaient pas jouer dans la ligue collégiale parce que soit académiquement, ça n'avait pas fonctionné ou qu'ils avaient des problèmes. Tu vois? Donc, moi, j'ai amené une structure qui faisait en sorte que des gars comme les Nicky, Chris, Rudolph ou peu importe, tous ces kids-là pouvaient, dans un environnement, et continuer à jouer. Donc, c'est sûr que quand on gagnait, moi, je disais, surtout notre première année, on avait tellement une belle collection de talents. In my head, I was like, if we're not winning, we suck. Donc, comme on ne fait pas du bon travail, mais c'était vraiment juste pour dire que, tu sais, si on donne une structure aux gars où est-ce qu'on leur donne une vraie chance de pouvoir avoir une année pour jouer au basket et puis passer leur cours, ça leur motive. Et c'est pour ça que je disais toujours, la règle de suspendre les gars à la moitié de la session, je trouvais ça dur parce que je me dis, the kid gets in August, après ça, en décembre, you shut him down et tu le revois pas s'il passe pas ses cours avant septembre d'après. So, basically, the kid had a whole 9 months où est-ce que tu t'occupes pas de lui parce que quand il n'était pas éligible, c'est pas vrai que le coach met autant d'emphase sur toi. Il a playing the game. So, dans les pratiques, c'est pas comme si on te donne le même encadrement. Et moi, ce que je leur disais, c'est que je vous donne une année complète, mais vous devez passer le nombre de cours nécessaires. So, au moins, ils savaient qu'ils avaient une année. Et ça permettait aux gars de respirer, de ne pas avoir le pressure de half of a semester. Et c'est pour ça aussi que ça faisait en sorte que leurs résultats académiques changeaient et que les gars étaient capables de pouvoir passer les critères requis, puis en même temps de se sentir impliqués toute l'année dans l'équipe. Non, est-ce que tu peux parler un peu de Chris, comme Chris Boucher? Parce que moi, je me rappelle, peut-être les personnes ne se rappellent pas, j'étais allé avec lui à Champlain, comme durant l'été, puis je me rappelle Dan Martin, puis des gars disaient que ses notes sont où? Je vois pas de notes, c'est sûr, il ne pourra pas rentrer à Champlain. Next thing you know, il est avec toi. Next thing you know, il est JUCO, NCAA, NBA. So, peut-être, je ne vais pas dire que c'est un peu grâce à toi, mais s'il n'y avait pas un programme comme toi, puis toi qui l'a dit, tu sais quoi, tu peux venir, puis qu'est-ce que tu viens d'expliquer? On ne sait pas qu'est-ce qu'il serait passé. So, est-ce que tu peux parler un peu comme où tu l'as trouvé, pas trouvé, mais où tu l'as, quand tu as commencé à le parler, puis la relation avec lui, comme au début, genre?
Bon, honnêtement, c'est Loïc qui l'a trouvé parce que quand tu parles de il devait aller à Champlain, c'est Loïc qui l'a vu la première fois dans le gym à Bergs. Et puis il m'a dit, oh, va checker le kid, il est juste différent, même. Et puis moi, je sais comme, yo, Loïc, il m'a appelé le soir parce qu'il venait de jouer contre Brookwood. Il m'a dit, yo, j'ai vu le kid, il n'y a pas rapport. Puis dans ma tête, je suis comme, OK, on a Rudolph, on a Andrew, on a Ling, on a Joël, on a Lévi. Comme on avait un front court ridicule. Puis j'étais comme, je pense pas qu'on a de la place pour un autre grand. Il m'a dit, je vais juste battre demain matin. Puis tu sais comment les games sont tôt à Bergs quand tu perds. So, c'était un dimanche genre à 8h30. J'étais quand même pas à 8h30. Mais finalement, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller. So, quand je suis arrivé, il jouait la game de consolation. Et puis, c'est juste par rapport, l'énergie qu'il avait, puis comment il courait. J'étais comme, damn, OK, c'est différent. Puis là, j'ai commencé à le comparer aux autres. J'étais comme, OK, Link ne court pas comme ça. Rudolph ne bloque pas des shots comme ça. Puis j'ai dit, OK, c'est bon, on va trouver une manière de le faire rentrer. Puis là, après ça, j'ai demandé à Andrew. Andrew m'a dit, ouais, je le connais, il joue au parc à côté de chez moi. J'ai dit, est-ce que tu le connais bien? Il m'a dit, ben, tu peux juste le parler, mais j'ai dit, c'est quoi ta situation académique? Il m'a dit, je ne sais pas s'il va à l'école en ce moment. Puis c'est là que j'ai été voir Chris. Puis j'ai dit, tu sais quoi, bon, je t'ai vu jouer, c'est intéressant et tout. On commence un nouveau projet. Et puis j'aimerais que tu viennes avec nous au Saguenay, c'est quoi tes plans? Puis il m'a dit, oh, moi, je travaille même au Saint-Hubert, puis c'est pas mal ça. J'ai dit, OK, c'est quand je peux rencontrer tes parents? Ça s'est fait comme ça. Il est venu à Alma, comme je te dis. Et ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est la vitesse à laquelle il apprenait. Parce que la fin, c'est qu'il n'y a jamais un joueur organisé. Puis au début, je me rappelle, on faisait des drills de layup de gauche, il n'était pas capable de faire un layup de gauche. Je suis comme, damn, OK. Mais la fin, c'est qu'il dunkait tout, par exemple. Puis les concepts, il les apprenait. Puis je pense qu'à un moment donné, quand il y a eu le déclic, c'était à Rhode Island. On jouait contre, comment il s'appelle, Blair Academy. Puis il a fait une game de 29-14. Mais la fin, c'est que la manière qu'il a fait ça, c'est comme si c'était juste trop facile. Puis là, j'ai dit à Yves, OK, le kid, il ne peut plus rester ici. Puis là, au provincial, collégial 2A, on l'a fait jouer parce qu'il jouait aussi avec l'équipe Cégep. Je pense que son stat line, je pense pas que j'exagère. Je pense que le week-end, il avait averagé genre 25 points, 25 rebonds, puis genre 17 blocs. Ça n'avait pas rapport. Puis je suis comme, OK, il faut juste qu'il s'en aille, là. C'est trop. Et là qu'on a trouvé le Juco pour lui, puis le reste de l'histoire, tout le monde la connaît. Là, il a juste continué à apprendre, à se connaître, puis à développer ses autres outils. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, c'est un pro. How was your, I guess, Thetford, your time there, and then how did that happen, and can you walk us through that? Yeah, so basically, we did 2 years in Alma. So Alma was kind of too far. C'était loin parce que juste aller dans les tournois aux États-Unis, ça nous prenait 12 heures. Like, it was 12 hours to go, 12 hours to come back. Yeah. So c'était des long trips, et puis deux, ça coûtait cher parce que vu que, je ne sais pas si déjà allé à Alma, c'est dans les montagnes, en tout cas, c'est quand même dangereux, c'est que tu ne peux pas vraiment aller en 15 passagers, surtout tu dois toujours prendre le bus. So we had to bus everything. Parce que l'hiver, les conditions routières sont tough. Et puis, bon, l'école a dit, c'est quoi? Nous, on peut continuer le projet, but you're going to have to cut it down to one team, garder ça à une équipe, puis c'est ça. C'est que moi, j'ai dit, je peux pas, because I had 3 teams. I had 45 kids. J'ai dit, I'm not going to cut 30 kids that trusted me. Parce que, c'est littéralement, les gars ont quitté Montréal pour venir jusqu'à Alma à 6 heures pour arriver à leur objectif. Puis, je suis comme, non, on peut pas. So, c'est là que j'ai commencé à regarder pour notre endroit. So, Thetford was interested. Et puis, like, it's a sports school. So, ils ont déjà une culture de sport. It was closer to Montreal, closer to all our events. Et puis, ils étaient prêts à accueillir un programme de basket, parce qu'ils had football, they had hockey. C'était leurs 2 sports majeurs. So, ils ont dit, OK, c'est bon, on va rajouter le basket. So, c'est comme ça que le shift s'est fait. That was good because it actually helped us recruit. Parce qu'il y a beaucoup de parents, c'est genre, OK, I'm not going to let my kid go 6 hours from Montreal. Yeah. At 2h30, I'm comfortable because I can actually drive and come to see him. Et je pense que c'est ça qui a été le major key, même pour être capable de recruter Quincy. Quand on a recruté Quincy, sa mère n'était pas confortable qu'il vienne à Alma, mais quand on l'a dit qu'on déménageait à Thetford, elle a laissé venir because he was closer. Puis je pense que beaucoup d'équipes de notre dernière génération, ça a vraiment aidé qu'on se rapproche, qu'on soit à Thetford. So I think Thetford was good because it was a sports town. C'était
plus diversifié que Alma, because Alma, for the 2 years that we were there, we always felt like strangers. C'est comme si c'était la première fois qu'ils nous voyaient every time they saw us. Alors que à Tedford, les gens étaient beaucoup plus, je pense, accueillants, puis on s'est senti beaucoup plus acceptés rapidement. Puis, fait que c'est ça. Puis, t'as fait combien de temps, t'as fait combien de temps à Tedford? Puis, je sais, là, probablement, t'es pas, je pense que c'est pas avec Tedford. Maintenant, c'est Ibrahim qui est le chef de Tedford ou c'est... Ouais, j'ai fait 2 ans à Alma, j'ai fait 4 ans à Tedford. Et puis, c'est ça, quand j'ai quitté, c'est Armel, Ibrahim, Oscar qui ont continué le programme parce que le programme s'était séparé. Ma dernière année, on avait eu une séparation avec le cégep. Donc, le cégep a décidé de continuer un programme scolaire. Et puis, le programme civil que nous, on faisait, on avait fait séparément. Donc, il y avait l'académie et il y avait les filons. Là, quand je suis parti, ils ont changé ça. Ça s'appelle Team Tedford maintenant. So, à Tedford, tu as Team Tedford et puis tu as l'équipe du cégep. Donc, c'est ça. Okay. Et la portion civile, elle est contrôlée par Armel, Ibrahim et Oscar. Et puis, la portion scolaire, c'est le cégep. Mais moi, ce qui me rend le plus content aujourd'hui, c'est juste de voir the value parce que c'est Jacques Paiement maintenant qui était à Laval. C'est que quelqu'un comme Jacques Paiement, qui est coaché universitaire, qui voit une valeur de venir coacher à niveau collégial après le travail qui a été fait. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, when I look at it today, je suis comme Alma, encore un programme de basket, like they have like 20 kids, et ils essayent de faire la même chose. Tedford, quand tu regardes le cégep, they have, 45 kids. Armel, Ibrahim, they got about 40 kids. So, en total, today, à cause de ce qui a été fait depuis 2012, you got about 130 kids qui sont dans une académie qui n'existait pas avant. Et si tu rajoutes le dernier projet que je me suis impliqué, que j'ai aidé à lancer à Saint-Jean, c'est le même principe. C'est une autre vingtaine de jeunes qui jouent au basket. So, c'est genre 150 kids qui profitent d'une nouvelle formule qui avant n'existait pas, qui sont les académies. That's what's up. Ça, tu peux parler un peu de, c'est ça, qu'est-ce que tu as lancé ça, à Saint-Jean, tu as dit? Ouais, dans le fond, c'est le programme de Dynastie, c'était un projet qu'on m'avait demandé d'aider à monter. Donc, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. C'était Saint-Jean, c'était un peu le même blueprint que Tedford et Alma. Donc, la seule différence, c'est que ça, c'est un investissement privé. Donc, c'est quand même intéressant comme projet. Puis, c'est pas trop loin de Montréal. Donc, je me suis impliqué là pour aider à bâtir la structure. Et puis c'est ça. Puis après ça, je me suis retiré. Et donc, tu vois, ça continue aussi à rouler. Donc, aujourd'hui, comme je te dis, c'est plusieurs petits projets comme ça qui continuent à aider les jeunes athlètes à vivre à suivre leurs rêves. Okay. So I for real, like it's really nice to hear about when people like obviously they play basketball and then once they stop, like they go on to do things for the next generation. And that's why I think it's about life, just, trying to make just things better for when you move on. It's easier for those that are coming up next, and for real, like it's really greatly appreciate what you've done, with the programs you've done all, that your whole coaching and career and even playing too, I'm sure you had an impact. So really appreciate it. Just want to say thank you for that, so it's good. I want to, so right now during this, I guess right now, what are you up to? What are your current like programs or passions or projects coming up? If you want to talk a little more about that, if there's anything. Yeah, right now, actually, I'm just doing me parce que it's been 15 years that, I gave myself for other people. It kind of wear me down. J'ai eu des problèmes de santé qui m'ont quand même affecté dans les 3 dernières années. So, right now, c'est vraiment ça, c'est que je m'occupe de ma santé, je me repose parce que, t'occuper des gens wears you down because when you got to be available for 60 kids 24/7, answer the question and just être disponible à répondre aux questions, traveling, moi, ça m'a pris beaucoup. Donc, en ce moment, c'est ça, c'est vraiment, je me repose et it's a perfect time to do so because it's the whole COVID situation, la pandémie. I think it's a time out for everyone. Et je pense que si ça s'était pas arrivé, probably would have never, took the time to really pour respirer.
Donc, en ce moment, c'est vraiment ça. C'est I'm just reading, just trying to find, new ways to help people. But the good thing, et ce que j'ai commencé à faire beaucoup, c'est de parler avec les jeunes, parce qu'en ce moment, tu peux pas vraiment leur apporter de l'aide au niveau du basket. So, ça t'oblige à t'intéresser à eux en tant qu'humain. Je pense que that's one of the things that I kind of didn't really do a good enough job back then. C'est juste vraiment prendre le temps de parler aux jeunes, de savoir qui ils sont. Tu comprends? Because, like you said, basketball is going to come to an end, mais il faut que tu sois capable d'aider les jeunes à comprendre when the ball stop bouncing, what's next. Et puis là, c'est ce que je fais beaucoup maintenant, c'est qu'avec certains des jeunes avec qui j'étais impliqué, maintenant, c'est vraiment plus l'approche de, qu'est-ce que tu veux faire, où tu es rendu. I'm just trying to be a better big brother for them. Et c'est ça qui prend quand même, ça prend de mon temps, puis ça me permet de continuer à développer mon approche. Et puis, comme on dit, coaching is not just a sport. Puis c'est ça que je disais souvent aux jeunes. Je dis, the only reason why we're talking is because you're good at basketball. Si tu ne savais pas jouer au basket, on ne se parlerait pas. Mais la raison pour laquelle on se parle, c'est que je dois amener un plus value à ta vie. Et maintenant, c'est ça, c'est de dire, même si ce n'est pas le basket, trouve une autre manière d'amener une valeur ajoutée dans la vie des gens. Puis that's what I'm doing right now. Okay. Seth, my last question. We want to play the game or... Oh, ask your question. Okay. Ma dernière question, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui diraient « Oh, on n'aime pas Igor » ou « Igor ci, Igor ça ». Toi, tu dirais pourquoi tu penses ça? Parce que moi, personnellement, avec toi, je suis pas un coach, puis quand j'étais joueur et tout, j'ai jamais eu de problème avec toi. On a toujours eu une bonne relation et tout. Mais pourquoi tu dirais... Des fois, j'entends des personnes qui disent « Ah, F, Igor, oh, Igor ci, Igor ça ». Toi, tu dirais pourquoi ils pensent ça, puis ce serait quoi ta réponse à ces personnes-là? C'est ma dernière question. Pourquoi ils diraient ça? Tu as différentes raisons. Tu as des gens qui vont le dire parce que ils vont dire, soit qu'il y a pensé avant moi, soit qu'il est bon dans ce qu'il fait. Souvent, c'est la compétition qui fait ça, honnêtement. Moi, c'est quelque chose que j'utilise. Au contraire, quand je vois quelqu'un qui est bon, je me dis, damn, OK, I gotta get there. Mais c'est pas de diminuer le travail de l'autre. Mais les gens souvent qui vont dire F Igor, c'est soit parce que un de leurs jeunes est venu avec moi, soit parce que ils aimeraient être à ma place, ils aimeraient avoir le talent, parce que c'est sûr que j'ai quand même j'ai un don de bien communiquer avec les kids, de reconnaître le talent et puis de développer. Donc moi, je pense que beaucoup de gens qui m'aiment pas, souvent c'est juste parce qu'ils sont pas capables soit de faire la même chose, de dupliquer la même chose. Et c'est sûr que c'est difficile. Tu ne pourras jamais dire au gars de Coca-Cola d'aimer le gars de Pepsi, tu vois un peu. And I think in this world of competition, et puis le basket, c'est un sport de compétition. C'est quand tu ne peux pas battre quelqu'un, mais je pense qu'une des meilleures manières de diminuer son impact, c'est de parler contre lui. Mais ça ne dure jamais longtemps parce que, comme je te disais, tôt ou tard, numbers don't lie. Fait que si aujourd'hui tu regardes tout le travail qui a été fait, tu peux ne pas m'aimer, mais tu peux pas ne pas respecter ce que j'ai fait. Yeah, that's what it's doing, yeah. Kenny? Yeah, we can play, I guess, the little game before we... Okay, go. You first. Yeah. Okay, so mon jeu, c'est, il faut que tu me nommes de point guard à center les meilleurs joueurs que tu as coachés. On the spot. Wow. OK. PG, Nikki by far. Je pense que honnêtement, j'ai jamais été aussi confiant as a basketball coach d'arriver dans une game avec un guard comme lui. Like, I was just never worried, honnêtement. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'on a eu du succès dans l'académie. C'était ça, mais il avait une manière de commencer les games pour juste dire aux gens comme juste game over, tu vois. C'est la confiance qu'il a amené, le swagger qu'il a amené. C'est ça. Je pense que, et j'ai toujours dit aux kids, j'ai dit si on avait des kids qui avaient moindrement la combinaison de skill set et mindset. Tu vois, c'est pour ça que je suis quand même confiant que si la vie avait fait les choses différemment, moi j'ai toujours dit que Nicky c'est un pro, c'est by far, il avait tout ce qu'il fallait, mais là de la vie fait en sorte que certaines choses n'arrivent pas, donc c'est ça. As a two guard,
c'est tough parce qu'il y a eu beaucoup de bons gars. Parce que tu regardes, je mettrais Kevin là, parce que Kevin, c'est un Mr. Douillard. J'aurais pu le mettre, vu que Nicky a plus joué en 1 pour moi que Kevin, je mettrais Kevin parce que Kevin a quand même joué au Capi, il a joué QC, l'été de QC que Kevin a joué. Pour nous, c'était la même chose. Tu avais la même sensation. Tu étais comme, OK, on peut aller à la guerre n'importe quand. En 3, j'irai avec Quincy. Je pense que c'était le joueur le plus talentueux que j'ai eu à cette position. Il avait une manière de scorer qui était juste effortless, honnêtement. Il y a des fois, je m'énervais après la game pour dire, you play like shit. Puis quand il a la fin de match, il avait drop 40. J'étais comme, c'est quand tu as fait tes 40 points. Et c'est ça, je dirais, en 4. J'ai pas eu Big Joe assez longtemps pour dire Big Joe. Sinon, je pense que vous l'avez peut-être pas connu, mais je dirais avec Locke Lamb. C'est un gars d'Ottawa qui était venu jouer avec nous à l'académie, qui était quand même, en tout cas, il était intéressant. Mais je mettrais Joël Chimanga dans cette conversation-là aussi. Et puis, 5 spots, mais c'est Chris. Il n'y a même pas une réflexion à avoir. Je pense que c'est juste en termes d'impact qu'il a eu. Mais tu sais, l'affaire, c'est on a quand même eu beaucoup de talent. Tu sais, Narcisse Kalamba devrait dans la conversation. Tu vois, like there's a lot of kids qui ont du talent qui ont joué, mais tu sais, c'est ça. Le jeu, c'est you gotta pick 5 guys. Yeah. This next game is you got to start one, bench one, and cut one. So I'm going to give you 3 scenarios, and you got to start one, bench one, and cut one. All right? So the first scenario is having, I guess, to get a guy like Chris. All right? So that's one. The next scenario is, I guess, starting Alma to where starting at Tedford, the whole Tedford program. That's the second one. And the third one is starting Okapi and QC United together. So I guess the summer teams traveling. You got to start one, bench one, and cut one. That's a tough one. I think I'll starting Okapi because I'm really big on family. And then the whole Okapi thing was for my brother. Et je pense que as an older brother, et puis at that time we didn't have our dad around, so I kind of had to be the dad for Kevin. Mm-hmm. Et je pense que I started because everything started from there actually. Deuxièmement, ça serait Chris, because I just think the fact that discovering Chris, it just amplified the whole thing because. Like I said, the goal is to help kids get on a platform where they can just send a message that can impact millions of people. And I think that's what Chris is doing. Like the way stories is spreading, it commence à encourager les gens. Je pense que ça serait le deuxième. And then I guess the third one will be not the bench, the cut out. J'avais juste les 2 premiers, I think my job would have been done. Yeah. Okay. Well, listen, Igor, I appreciate you coming on here and explaining us the path, the journey you took in basketball. When we talk about Quebec basketball, for sure, you're one of the pioneers to help build the programs. Like you said, you have a bunch of kids now that's playing at Tedford and playing at, all these other programs that you've helped build. And, and that's truly inspiring, especially, the journey you took. Imagine if you didn't play basketball and you played soccer, now that would have been different right now. I don't know if there would have been a lot of things going on about those programs. So I appreciate you, what you've done, and this is what it's about, helping in the way. So, I thank you too. Thank you guys for just getting me on the show. And like I told Kenny, I think what you guys are doing is great for Quebec basketball to just give a platform and a voice to people to actually share, their passion, what they've been doing to help Quebec. I just think that's going to be the best thing to just grow the game here. To me, Quebec basketball is still an untapped product. I don't think we're where we're supposed to be. But with guys like you getting involved, in different type of ways to just give a platform and a voice. But again, that's what's going to help us just be better as a community and just kind of bring people together. Because just having
the chance to talk about different things that a lot of people didn't know about that can actually change either people's perception or just give ideas to people about, doing stuff differently. So I thank you guys for what you guys are doing. I think it's just a great initiative. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Il y a beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode-là et qui vont apprendre ou voir ta perspective on things. So, merci encore. Merci à vous, les gars. All right. And to everyone listening, don't forget to subscribe. And once again, I'm Seth Amoa, aka SA. I'm Kenny, aka KGL. aka Freaky. And stay tuned for our next episode.